On va démarrer puisqu'on a déjà des participants. Merci, bienvenue à tous. Ce webinaire a pour objectif d'aborder le marché français. L'idée étant de vous donner quelques clés et quelques informations pour optimiser votre développement sur ce marché. Pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Rose-Marie Moins qui va nous faire un état du marché français. Bonjour Madame Moins. Bonjour à tous. Bonjour Laure. Vous êtes la directrice développement et animation de la Fédération française de la franchise et vous vous attachez à développer et promouvoir la franchise au sein de la FFF au niveau national mais également international. Nous avons le plaisir également d'accueillir Maître Martin Lepéchon qui est à la tête du cabinet CLP Avocat. Il est spécialisé en droit de la franchise et ingénierie des réseaux, membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Il est également l'auteur du guide pratique de la franchise et des réseaux commerciaux. Bonjour Martin. Bonjour Laure, la présentation va très bien, c'est tout moi. Oui, elle est bien. Merci Martin. Et on aura également le plaisir d'entendre le témoignage de Bernard Abou, qui est le directeur général et cofondateur du groupe Aviva et Elton. Aviva qui vient d'ouvrir son 100e magasin en septembre. Bienvenue à cette conférence, Monsieur Abou. Merci. Je ne sais pas si on m'entend, je sais qu'on ne me voit pas par contre. On ne vous voit pas Bernard, mais on va régler le problème technique. Donc, oui, vous avez la possibilité de nous poser des questions au travers du chat qui est disponible, bien évidemment. Je tiens également à vous signaler que cette conférence est enregistrée, que vous aurez la possibilité de la visionner en replay. Je laisse la parole à Madame Moins, qui ouvre ce webinaire. Très bien. Bah, écoutez, il y a quelques petits slides qui devraient apparaître à l'écran puisque vous m'avez demandé de poser un peu le marché français et les chiffres clés qui définissent et qui situent le marché français par rapport au marché européen. Le panorama du secteur, quelque part. Et le panorama du secteur. Alors, les premiers chiffres, si on veut bien passer le slide suivant, ce sont les chiffres de 2020, bien entendu, où vous allez avoir le nombre d'enseignes qui se développent en franchise en France, qui sont au nombre d'à peu près 2000, hein, puisqu'on est à 1927, ce qui représente 78 000 franchisés, et l'ensemble de ces réseaux développe un chiffre d'affaires de 63 milliards d'euros. Et cela représente, comme vous le voyez, à peu près 670 000 emplois directs et indirects. Alors, vu comme ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut simplement dire que le marché français est un marché très mature, très vivace, très vivant en matière de franchise, puisque le nombre d'enseignes et de franchisés augmente depuis de nombreuses années maintenant. C'est pour ça que je vous ai mis ici dessous, vous voyez bien la courbe un peu et l'évolution depuis, on va dire, les années… alors, au début du comptage, c'était 1971, et puis après, j'ai repris à partir de 2010. Bien entendu, on ne peut pas faire fi de l'année horrible qu'on vient de passer suite à la pandémie, et bien entendu, les chiffres 2020 sont inférieurs aux chiffres 2019, comme vous le voyez, hein, puisqu'on était en 2019 à 2049 voilà, réseaux. Donc, on en a perdu quelques-uns suite effectivement à la crise, mais bon an, mal an, on est plutôt content, si on peut dire ça comme ça, parce que, je pense que c'est le slide suivant, on voit que finalement, bon, globalement, le nombre de points de vente est resté stable sur 2020. C'est le chiffre d'affaires qui en a pâti, puisque on accuse une baisse de 6% de chiffre d'affaires au global. Alors, en France, on a eu effectivement une segmentation au plus fort de la pandémie avec des commerces qu'on qualifiait d'essentiels, qui pouvaient continuer à ouvrir, et d'autres que le gouvernement a considéré comme non essentiels et qu'on a dû fermer. Et bien entendu, cet ensemble de dispositifs a fait que, ben, voilà, on a eu des magasins fermés, donc pas de chiffre d'affaires. Et même si sur la fin de l'année, ben, on a pu réouvrir et il y a eu une forme de récupération, ça n'a pas permis de récupérer. Mais c'est quand même pas si mal. Je trouve que la franchise a plutôt bien résisté. Et un chiffre qui nous semble intéressant, c'est le troisième point là qu'on aborde. Vous savez que les réseaux de franchise sont souvent des réseaux mixtes, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur point de vente qu'ils gèrent en direct, et donc qui sont des succursales, et puis une autre partie qui est développée par des indépendants franchisés avec des proportions qui peuvent varier en fonction des réseaux. Mais quand on compare le prix, le chiffre d'affaires fait par les succursales par rapport au chiffre d'affaires fait par les franchisés eux-mêmes, on voit que les franchisés performent mieux
que les succursales. Alors, on peut invoquer différentes raisons. Moi, j'aimerais bien pointer du doigt le fait que le franchisé est quand même un indépendant qui gère sa propre entreprise, qui s'investit énormément, qui investit de l'argent bien sûr, mais qui s'investit aussi énormément. Et que dans cette année 2020, là où des commerces dits essentiels pouvaient continuer à ouvrir, les enseignes ont décidé de fermer leurs succursales malgré tout parce qu'il n'y avait pas de trafic, il n'y a pas de clients ni rien, mais que certains franchisés ont continué à ouvrir malgré tout, ont gardé le point de contact et ont fait avec peu de moyens, peu de masse salariale, etc., ça a malgré tout permis de maintenir un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ajouterais… Peut-être, excusez-moi madame, moi je ne veux pas vous couper, mais c'est intéressant de souligner la réactivité des franchiseurs par rapport aux franchisés en période de Covid. Je ne sais pas si vous pouvez… c'est vrai que la franchise, on a tendance à dire que c'est plus sécurisant. Et puis je dois dire aussi que, on l'a vu dans la presse et autres, les réseaux ont quand même réagi par rapport à la crise. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelques mots. Effectivement, ça a été une aide précieuse, j'allais dire, pour les franchisés, d'avoir leurs franchiseurs à côté d'eux. Et c'est vrai que on parle beaucoup parce que ça fait partie des piliers un peu du modèle de cet accompagnement que le franchiseur doit à ses franchisés dans la durée, mais ça a été d'autant plus marquant et prégnant pendant la crise où le franchiseur s'est mobilisé avec ses franchisés, bien entendu, pour maintenir un minimum d'activité, pour être innovant parce que ils ont été obligés, poussés par tous et par la situation à réagir, à mettre en place des dispositifs digitaux. C'est surtout de ça dont on parle, et entre autres. Et donc des dispositifs digitaux qui étaient peut-être en préparation, mais qui ont vu leur aboutissement pendant cette crise-là parce qu'il le fallait. On a vu aussi du soutien qui était du soutien financier, dans le sens où, pas de chiffre d'affaires, pas de royalties, donc on fait l'impasse là-dessus. Et j'irais même jusqu'à un soutien psychologique parce que ne pas se sentir seul, avoir sa marque derrière soi, pouvoir communiquer avec elle et travailler ensemble sur la manière dont on allait s'en sortir de cette crise, ça a été très, 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 très intéressant et très important. Et de nombreux franchisés, les enquêtes qu'on a pu faire en interne, on a des chiffres qui vont de 80 à 90% de franchisés qui disent si on n'avait pas eu notre franchiseur, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui et je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. Donc il y a une vraie mise en avant de cet accompagnement et de cet effet réseau en fait qui prend tout son sens dans des situations aussi inédites et dramatiques qu'on a vécues. Tout à fait. Merci. Ensuite, on peut passer à la slide suivante, je pense. Voilà, si je vous disais en entrée que les secteurs. Alors, on est, je vous le disais, un marché mature sur le marché européen. On est sans doute le pays où il y a le plus grand nombre de réseaux de franchises en activité, avec, comme on l'a vu, une vraie créativité, une vraie dynamique à ce niveau-là. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel. Alors, je dis ça pour éventuellement les enseignes suisses qui voudraient venir sur la France. Il faut savoir que voilà, le modèle, il est bien installé. Alors, quels sont les secteurs qui tirent leur épingle du jeu ? L'alimentaire, effectivement, par rapport à 2019, a bien fonctionné parce que c'était dans les commerces essentiels. On en revient toujours à cette nomenclature-là. L'équipement de la maison a très bien fonctionné aussi parce que là aussi, puisqu'on était à la maison, on s'est rendu compte de tous les défauts qu'il y avait, de toutes les améliorations et puis qu'il fallait dépenser quand même un peu d'argent et que le bricolage était ouvert. Donc, on a beaucoup travaillé dans sa maison et donc l'équipement de la maison. Et puis, Bernard pourra peut-être en dire un mot puisqu'il fait partie de ce secteur-là. Les commerces divers, alors eux ont accusé une baisse, mais ça fait partie des secteurs les plus importants en termes de chiffre d'affaires, la restauration rapide et puis l'équipement de la personne en cinquième lieu. Voilà un peu le top 5 des secteurs en chiffre d'affaires. Après, quand on voit en nombre d'enseignes dans ces secteurs-là,
C'est la slide suivante. Le palmarès est un petit peu différent. C'est l'équipement de la personne qui tient le haut du pavé avec 361 enseignes dans ce secteur-là. Alors, l'équipement de la personne, c'est bien sûr le prêt-à-porter, mais ça peut être les lunettes, la maroquinerie, enfin voilà, tout ce qui touche à la personne en direct. L'alimentaire aussi. Et là, il y a eu beaucoup, mais ce n'est pas une tendance qui date de l'année dernière, hein, c'est déjà un peu plus ancien. Pas mal les grands distributeurs, la grande distribution qui a créé pas mal d'enseignes de proximité, hein, où on voit des supérettes, des mini-markets qui fleurissent un peu partout. Et si on ajoute là-dessus ou à ça d'autres enseignes sur le bio, par exemple, ben voilà, ça fait un secteur très important aujourd'hui. La restauration rapide qui reste très dynamique et très porteuse, avec beaucoup de créativité aussi, et toujours de nouveaux produits qui viennent s'ajouter et des tendances. Là, on est plutôt sur le poké pour l'instant. Avant, c'était le bagel. On va peut-être avoir la crêpe. Enfin, bon, voilà, la diversification est importante. Les commerces divers qui sont aussi presque côte à côte avec l'alimentaire. Vous voyez que c'est dans un mouchoir de poche, finalement, les 4 derniers. L'alimentaire, et ça, c'était la nomenclature de l'alimentaire. Les commerces divers, ben, vous allez avoir les fleurs, le commerce de seconde main, des choses comme ça. Et puis les services à la personne qui sont aussi très importants. Oui, qui doivent se développer voilà. Pas mal. Hein. Il y a pas mal d'enseignes de services à la personne. Ouais, qui se sont beaucoup développées, ça s'est un peu ralenti et voilà, il y a vraiment des enseignes majeures maintenant qui continuent à se développer sur le territoire français. Alors, j'ai une question, Madame Moins, si on peut dire les secteurs pérennes en développement tendance. Voilà, alors là on a compris l'alimentaire, etc. Si on peut comme ça, si vous pouvez un peu les. Je pense qu'ils vont être. Ouais, ils vont être comme ça, ils vont être dans ceux avec le plus grand nombre d'enseignes. Moi, je dirais tous les services à la personne, parce que ça, on peut dire que c'est un secteur pérenne et qui ne va pas aller en diminuant puisque la population vieillit, puisqu'il faut trouver des solutions pour ce qu'on appelle aujourd'hui la silver economy. Donc, il y a bien sûr du service à la personne, du maintien à domicile de personnes âgées, mais ça va au-delà de ça puisqu'il y a aussi des enseignes qui s'investissent dans l'aménagement de l'habitat, par exemple, pour que les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap puissent rester à la maison. Donc là aussi, ça, c'est quelque chose qui est pérenne et qui va continuer à se développer. Je pense que de toute manière, la restauration restera. Je ne vois pas pourquoi ça diminuerait et qu'on verrait ce secteur se casser la figure avec des choses oui, qui vont être peut-être plus qualitatives, avec des environnements un peu sympas, et donc avec des brasseries et des brasseries locales, puisque vous savez que la brasserie, la micro-brasserie a le vent en poupe en France, donc on peut avoir des concepts qui vont tourner autour de ça. Voilà, donc je pense que dans les secteurs pérennes, on peut citer cela, et puis on a vu des secteurs émerger et qui continuent à émerger, par exemple autour du vélo. Bon, alors, effectivement, c'est la grande tendance aujourd'hui de prendre son vélo, puisque les villes, on ne veut plus de voitures au centre-ville. Hein, je ne parle pas de Paris, là, puisque là, depuis peu, on ne peut plus rouler qu'à 30 km/h dans le centre de Paris. Et donc, on restreint de plus en plus cette mobilité-là au profit des mobilités alternatives comme le vélo. Et là, vous avez des enseignes qui se mettent sur ce secteur, non seulement pour louer des vélos ou vendre des vélos, mais pour les réparer aussi, surtout, et les entretenir. Donc, voilà quelques exemples, en fait. D'accord. Là. C'était. Alors, je pense que j'avais fini au niveau de mes slides. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'avais encore une question, Madame Moins, si je peux me permettre. Oui, je vous en prie. Les best practices pour vous, pour aborder le marché français, si vous avez des conseils à donner aux franchiseurs qui sont à cette conférence, ce serait quoi?
Les best practices, alors investir un pays étranger, ça reste un pays étranger, donc il y a des choses à, je pense que Martin en reparlera, mais il y a effectivement quelques détails, si on peut dire ça comme ça, à vérifier, même si on parle la même langue, hein, pour certains, la France, c'est pas la Suisse, avec des contraintes complètement différentes. Donc je pense que le premier conseil, d'abord, c'est de vérifier un peu ce qu'on appelle la désirabilité du concept. Est-ce que c'est pas parce que ça marche en Suisse que le consommateur français va l'accepter ou en a besoin de la même manière? Essayer de vérifier ça, bien entendu, en faisant une étude de marché approfondie et puis en testant forcément le modèle, idéalement directement et en propre, en y mettant une succursale ou deux ou trois, pour vérifier si, et ce qui est souvent le cas quand même, si le modèle suisse est adaptable comme ça en l'état ou s'il ne faut pas forcément y amener certaines modifications pour le faire coller aux besoins français. Et puis, il y a aussi cette étude de marché et ce test va permettre de vérifier le modèle économique, puisque vous savez qu'en franchise, vous vendez bien entendu un concept, mais vous vendez aussi un modèle économique qui fonctionne. Donc, le modèle économique suisse sera sans doute pas celui le français. Et donc, il y a plein de contraintes qu'il va falloir vérifier pour retravailler le modèle économique français et en faire quelque chose de viable et de rentable et d'attractif pour le porteur de projet français. Donc, s'il y avait je dirais les 2 ou 3 conseils de base, en tout cas les premiers conseils, je pense que ce serait ceux-là. Très bien. Et la FFF, comment elle accompagne justement ces enseignes, ces réseaux à se développer en France? Alors, on est effectivement, nous, plutôt orientés vers les réseaux français qui se développent en France, ce qui est un peu logique, hein, puisqu'on représente la franchise dans le pays. Mais bien entendu, on est là pour leur expliquer le marché, pour leur expliquer comment on fait de la franchise en France, même si les principes de base sont quand même assez universels, et puis de les orienter vers des experts. Martin fait partie du collège des experts de la FFF et on a toute une série d'experts qui sont bien sûr des avocats comme Martin, mais aussi des consultants qui sont là pour accompagner le développement d'enseignes étrangères en France. Donc ces gens-là sont des gens référencés, qui connaissent leur métier correctement et vers lesquels on va les orienter. Et puis on peut les inviter aussi à participer et à exposer lors de notre salon Franchise Expo Paris, qui va avoir lieu fin septembre, on y reviendra peut-être, mais qui est une plateforme formidable pour quelqu'un qui veut s'implanter en France, effectivement. Parfait, merci beaucoup, Madame Morin. Bon, je vous en prie. Je laisse la parole à Martin. Merci. Alors, je crois que j'avais des petits slides aussi. Je ne sais pas si on va pouvoir les afficher, puisque je me suis permis de me poser des questions à moi-même. C'est bien, ça. Voilà, pour être sûr de pouvoir répondre, quoi. Pouvoir répondre, parce que j'avais peur d'être pris un peu de court. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence par comment dirais-je, parce que je précise qu'on va aborder maintenant la question de la master franchise. Oui. Pourquoi la master franchise? Parce que c'est justement un schéma juridique qui permet à une entreprise suisse ou française, on peut réfléchir dans les deux sens, qui souhaite s'exporter, d'aller conquérir de nouveaux territoires. Donc là, on se met dans la posture où le franchiseur est suisse et veut se développer en France ou inversement. Donc, qu'est-ce que c'est que la master franchise? C'est un contrat qui va être conclu entre le franchiseur, qu'il soit suisse ou français, et un partenaire local qui se trouvera dans le pays qu'il souhaite conquérir, à qui il va confier une mission un peu particulière, c'est-à-dire une sorte de sous-traitance du développement du réseau de franchise dans ce territoire qu'il souhaite conquérir. Alors, le mot sous-traitance, c'est pas beau, en réalité, c'est mal choisi, mais si vous voulez, sans que ce soit péjoratif, il s'agit en fait d'avoir une sorte de sous-franchiseur à qui on loue globalement le concept et qui aura pour mission de développer dans un territoire donné son propre sous-réseau de franchise, une fois encore. Il ne faut pas que ce soit perçu de manière péjorative, hein, c'est juste une question de niveau dans la hiérarchie contractuelle. Alors, donc on retrouve d'une certaine manière la logique de la franchise, puisqu'on s'adresse bien à deux entreprises indépendantes, le franchiseur qui détient le concept et le master franchisé
qui va le développer et développer son réseau dans le pays considéré. C'est-à-dire que lui-même va recruter ses propres franchisés en utilisant le concept du franchiseur, et le franchiseur n'aura pas de relation directe avec les franchisés qu'aura recruté le master franchisé. D'ailleurs, la notion de master franchisé, l'expression de master franchisé me semble mal choisie, puisque le master franchisé n'est pas un franchisé. Il faut bien en être conscient, c'est un sous-franchiseur, une fois encore, et sans aucun caractère péjoratif. Alors, qu'est-ce que c'est que quel est l'objectif de la master franchise? Vous l'avez bien compris, c'est d'aller conquérir de nouveaux territoires. Alors, on se dit, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais pourquoi on n'y va pas nous-mêmes? France, Suisse, France, un petit bout de frontière, c'est bon, ça y est, c'est gagné. Eh bien là, je rebondirais sur ce que disait Rosemary il y a un instant, c'est que, certes, on parle la même langue, on est tout près, on est cousins presque, hein, on se ressemble, on est copains, c'est super, on adore le chocolat suisse, c'est très bien. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas le même pays, qu'on ne réfléchit pas de la même manière et qu'un concept qui fonctionne en France ne marchera pas forcément en Suisse et puis devra être adapté à la mode locale et puis au cadre juridique local, notamment, je pense, à la Suisse en Suisse, en matière de droit des sociétés. Pour le reste, si vous voulez, la franchise en tant que telle est un modèle qui s'exporte très bien et qui n'a pas de grandes spécificités locales. Donc, quand ça sera développé localement par le master franchisé, il aura recours à des contrats qui seront finalement très proches de ceux employés par le franchiseur dans son territoire d'origine. Mais pour le concept lui-même, il faudra le plus souvent l'adapter et faire en sorte qu'il soit rentable. Parce que ce qui est rentable en France ne l'est pas forcément en Suisse et inversement. Donc, c'est vraiment la master franchise est un outil qui peut être extrêmement performant. Et il faut bien veiller à adapter le concept, comme le faisait remarquer Rosemary il y a un instant. Alors, si tu permets, Laure, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Oui, bien sûr. Alors, justement, nouvelle question à laquelle je ne m'attendais pas, pourquoi choisir la master franchise plutôt que le développement en propre? Pour une raison très simple, c'est que conquérir un nouveau territoire, c'est énormément d'efforts de plusieurs natures. Tout d'abord, un effort de recherche et de compréhension du territoire. Alors, on reparle là encore de la France et de la Suisse, ce sont des territoires qui se ressemblent. Et là, déjà, ce n'est pas simple. Mais imaginez demain que vous vouliez développer un réseau au Nicaragua ou même simplement en Suède. Il faut se renseigner sur l'environnement juridique, il faut parler la langue, il faut connaître les habitudes locales, connaître la concurrence. Rien que ça, c'est des années de travail. Ça veut donc dire que si on veut développer en propre, il faut aller créer généralement une entité locale avec des salariés qui vont coûter cher, avec des gens dont il faut être certain de la qualité, qui doivent connaître parfaitement le territoire. Donc, autant vous dire que c'est réservé à quelques groupes extrêmement riches qui, d'ailleurs, ne feront le plus souvent pas de choix et qui opteront pour la master franchise. La master franchise, l'intérêt, c'est qu'elle permet de s'asseoir aux côtés d'un partenaire local qui lui-même connaît le territoire, qui va être en mesure d'apporter des éclairages rapides aux franchiseurs, qui va pouvoir l'aiguiller dans les choix stratégiques à faire et dans les adaptations de concepts, et puis qui va aussi investir. C'est-à-dire que pour le franchiseur, c'est un investissement finalement assez limité. Il faut en être conscient au regard de ce que coûterait un développement en propre. Et comme vous le savez, on dit souvent qu'en France, il y a du capitalisme sans les capitaux, ce qui explique aussi pour moi beaucoup le succès de la franchise et de la master franchise. La France, il faut le savoir, c'est le pays de la franchise dans le monde, hein, sans exagérer. On a toujours tendance à se voir plus petit qu'on est, mais là, on fait jeu égal avec les Américains, avec les Nord-Américains. Et donc, la master franchise, en tout cas du point de vue français, c'est un outil très efficace pour aller se déployer à l'étranger, mais ça vaut aussi sous l'angle de la Suisse. Un franchiseur suisse réussira
aura toutes les chances de réussir à conquérir le marché français en ayant recours à un master franchisé français et en déployant son concept par le biais de la master franchise. Alors, on peut peut-être passer à la troisième diapo. Et n'hésite pas. Martin, question. Oui. Souvent, bon, finalement, on décale le risque aussi. Hein. Il y a le risque, et il est un peu décalé, ou il est, voilà. Mais parfois, certains franchiseurs, ils ont un peu peur de la master franchise. C'est-à-dire, ils se disent, oui, mais finalement, c'est un peu un État dans l'État. Je vais me retrouver avec quelqu'un qui va avoir 15 entités. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont tes conseils? Alors, mon conseil déjà, c'est que je vais remettre ma caméra que j'ai fait tomber. Oui, et si tu es tombé du siège, Martin, je suis désolée. C'est exactement ça. J'ai été tellement motivé que j'ai fait. Ça arrive, ces accidents visio. Voilà, pardon. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Oui, alors, tu disais, oui, on a craint. le risque et puis le côté État dans l'État qui peut faire peur. Tout à fait. Et c'est une crainte parfaitement légitime. Mais c'est une crainte parfaitement légitime qui est facilement évitable. Quand est-ce qu'on rencontre la situation que tu décris? Dans deux cas qui sont généralement cumulés, dans deux situations qui se cumulent généralement. Un contrat faible, un contrat faible, c'est-à-dire qui encadre mal la relation. Un contrat, moi j'emploie l'expression mou du genou, c'est-à-dire finalement le master, bon, on lui file le concept et puis il se débrouille. Il rend vaguement compte. Et malheureusement, je ne nommerai personne, mais on retrouve de temps en temps ce genre de contrat sur le marché. Et franchement, c'est super quand le master franchisé est de qualité, que les parties sont intelligentes et que tout va bien, parce que finalement, ça va, on s'en sort. Mais dès qu'il y a une anicroche, dès qu'il y a un grain de sable qui vient gripper la mécanique, c'est un enfer. Et là, effectivement, tu pointes du doigt une vraie difficulté, c'est-à-dire que on a vite un État dans l'État avec un mec, le master franchisé, qui fait ce qu'il veut, qui va adapter le concept à sa sauce et puis qui n'aura aucune gêne par des moyens plus ou moins détournés. Une fois le réseau sorti, son réseau sorti du giron du franchiseur, qui n'aura aucune gêne à refaire une sorte de pâle copie à la sauce locale. Voilà. Donc, comment on fait pour gérer ça? Donc, on a un contrat solide. Il ne faut pas se le cacher d'une certaine autorité. La franchise, c'est un modèle autoritaire. Ce n'est pas péjoratif, c'est ce que veulent les parties. Ça fonctionne quand il y a des limites. Il ne s'agit pas de matraquer les gens et de les épuiser financièrement. Pas du tout, c'est exactement l'inverse. Mais il faut qu'il y ait des règles strictes et qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut du concept. Voilà. Donc, c'est la première chose, le contrat solide. Et deuxième chose, le choix du master franchisé. Et je crois d'ailleurs que c'est le sens même de cette question. Quelles sont les qualités attendues du master franchisé? C'est quelqu'un qui doit être, alors c'est un peu la perle rare, parce que c'est quelqu'un déjà qui doit être riche. On ne va pas se mentir. Quelqu'un qui est master franchisé, qui n'a pas les fonds pour développer le réseau, ne réussira pas. Il aura beau être talentueux, il ne réussira pas. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai vécu il y a quelques mois maintenant une tentative de déploiement d'un réseau au Portugal par des Espagnols. Les Espagnols m'avaient présenté le mec comme un partenaire formidable, ce qu'il était probablement, mais il était assez désargenté. Et très, très vite, ça a été une catastrophe. Il a eu un petit pépin dans le développement et ça s'est écroulé en quelques mois. Voilà, donc ça doit être quelqu'un de riche, en tout cas de riche, qui soit en mesure de financer le projet, et quelqu'un qui ait l'intelligence à la fois de se rendre compte de ce que le concept doit s'appliquer rigoureusement, mais avec l'indépendance qui doit être la sienne de développeur de réseau. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses et beaucoup de choses qui peuvent parfois se contredire. Mais quand on trouve cette personne, ce qui une fois encore est difficile, on a les plus grandes chances d'arriver à un résultat satisfaisant. J'insiste vraiment parce que j'ai envie de dire c'est un peu mon rayon quand même, sur la qualité du contrat et notamment sur des questions cruciales comme par exemple le basculement des franchisés en cas de rupture du contrat de master, parce que vous pouvez vous retrouver comme ça avec dans la nature 50 mecs qui ont votre enseigne, mais qui n'ont aucun lien contractuel avec la tête de réseau
et qui, de fait, vont être complètement perdus le jour où le contrat de master sera rompu si les choses n'ont pas été anticipées. Voilà. Merci Martin. J'ai une autre question de Cassandre qui nous dit merci pour toutes ces informations. Quand on est un jeune réseau avec une trentaine de franchises, est-ce que c'est une bonne idée de se développer à l'international? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse type. Un réseau qui marche, un réseau qui attire, a toujours intérêt à se développer à l'international. Jeune, pas jeune, vieux, petit, gros, c'est une question de dynamique. Moi, j'ai des réseaux importants à qui je déconseillerais d'aller à l'étranger parce qu'ils ont un côté un peu endormi, un peu trop franchouillard, etc. À l'inverse, j'ai des réseaux avec 10 unités qui se développent extrêmement bien et qui méritent tout de suite de franchir la frontière. C'est une question, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse type. Il n'y a pas de réponse type. Il y a une dynamique. Après, il faut évaluer tout ça et puis il faut voir aussi si le réseau a trouvé la bonne personne, une fois de plus, et puis a les moyens financiers de soutenir son développement en master, parce que ça a aussi un coût pour le franchiseur, c'est-à-dire qu'il doit former son master franchisé, il doit l'accompagner, il doit le suivre, il ne le jette pas dans la piscine en attendant qu'il remonte. C'est pas ça la master. Oui. Voilà. Je vois bien. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais très claire. En tout cas, il n'y a aucune contre-indication quand on est un jeune réseau, surtout que 30 unités, ça commence à devenir quelque chose de sérieux. Donc, il n'y a aucune contre-indication au développement à l'international. D'accord. Merci, Martin. Voilà. Moi, il y a peut-être d'autres questions, mais pour l'instant, je crois avoir fait le tour du... Écoute, merci beaucoup, Martin, pour ces éclaircissements. Bernard, si tu... Alors, Bernard, un souci de caméra, malheureusement, mais on a plaisir à vous accueillir. Enfin, à t'accueillir, Bernard, parce qu'on se tutoie, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Bernard, sur le sujet de comment j'aborde le marché français, toi qui es à la tête d'un grand groupe qui se développe énormément, de quelles associations est-ce que tu t'es rapproché? Bon, bien sûr, la fédération, quels sont tes conseils? Voilà, de quelle association on peut se rapprocher pour être conseillé sur un développement sur le marché français? Il y a la fédération, bien sûr, comme l'a dit Madame Moins, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux conseiller? Non, en fait, avant de venir sur le marché, si la Suisse, certains franchiseurs suisses ou certains exploitants suisses ayant un concept qui sort de la norme et qui souhaiteraient pouvoir l'implanter en France, parce que la France est un grand pays pour la Suisse, il y a beaucoup de choses à faire. Avant d'y venir, il faut comprendre la pertinence de son concept et qu'est-ce qu'on peut exporter, qu'est-ce qu'on doit garder ensuite parce que ça appartient aux Suisses seulement et que les Français ne pourront jamais l'adopter. Ensuite, quand on a répondu à ces questions-là, il est bon déjà de venir au salon de la franchise, ne serait-ce qu'en visiteur, et d'explorer les uns et les autres de ce qu'ils savent faire et comment ils le font, y compris en dehors de son concept lui-même. C'est bien, moi j'ai toujours pour habitude de bencher les autres. Je sais, quand on a développé notre concept à Viva, on a benché Zara. Pourtant, on n'a rien à voir, le vêtement et la cuisine. Mais pourtant, ils avaient une façon de faire, de mettre des produits dans un environnement à haute valeur, avec un produit à des prix tout à fait abordables pour tout le monde. Et ça nous a beaucoup plu. Et même EasyJet nous avait inspiré, d'ailleurs les couleurs d'Aviva viennent d'EasyJet. On s'est dit comment une entreprise peut transporter des hommes d'un bout à l'autre de la France ou de l'Europe pour quelques dizaines d'euros. Alors que nous, on vendait des cuisines à des milliers d'euros. Donc on s'est dit, mais comment on peut faire pour descendre nos prix et être compétitif et pouvoir installer des cuisines à tous les Français, les riches et les moins riches, surtout les moins riches. D'accord ? Donc, on voulait travailler le ventre du marché. C'est comme ça qu'on s'est toujours interrogé, et c'est ce que je conseillerais à des futurs franchiseurs suisses voulant s'implanter chez nous, de savoir ce qu'ils sont capables d'exporter, ce qu'ils sont capables aussi d'abandonner, parce qu'il faut abandonner peut-être des choses qui sont valables en Suisse et pas ailleurs, et ensuite venir explorer la FFF, parce que Maître Le Péchon l'a dit tout à l'heure, et moi je le reconnais, j'ai vécu aux USA, le premier marché pour moi qui sait faire de la franchise, les inventeurs de la franchise, ce sont bien les Américains. Mais ceux qui se sont accaparés pour faire mieux, ce sont quand même les Français. D'accord ? Et on fait très bien la franchise. Moi, à la FFF, j'y suis maintenant depuis, je crois, 17 ou 18 ans, j'ai plus mémoire de l'âge.
Et j'ai beaucoup appris, moi, au travers de la FFF quand j'y suis arrivé, parce que nous avions un projet, nous, on était des cuisinistes et on a fait un peu de la magie, pas la magie noire, mais de la magie quand on était en Haute-Savoie, à Annecy. On a inventé ce concept à Viva et on a vu que ça fonctionnait. On a même eu des lettres recommandées à l'époque de consommateurs parce qu'on n'arrivait pas à les servir. D'accord ? Donc, c'était assez génial et on s'était dit avec mon frère, Georges, qui est le président du groupe, qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire à tous les consommateurs français ? On avait trouvé un truc, mais on ne s'est pas excité. On a ouvert 8 magasins qui nous appartenaient en France. Et on a vu si notre concept pouvait marcher ici et là. Nous, on est au Savoyard, donc en Savoie, ça marchait extrêmement bien. Mais on s'est dit, il faut qu'on aille voir comment ça se passera quand on sera à Montélimar ou à Avignon ou à Gex. C'est un pays qui est proche de la Suisse, c'est la France, hein, c'est le 01, etc. Donc, on s'est vu qu'à chaque fois, les choses fonctionnaient. Et fonctionnaient bien. À Gex, le niveau des salaires est extrêmement élevé par rapport à la France. Et quand vous allez à Montélimar, c'est un peu moins le cas. Et dans les deux cas, ça fonctionnait. Ceux qui avaient de l'argent savaient s'investir chez nous, avec joie et plaisir. Ils savaient dire à ses copains, je me suis fait plaisir chez Aviva pour pas cher. Et puis d'autres se dire, ben, ouf, on peut s'acheter une cuisine intégrée comme tout le monde. D'accord ? Donc, dans tous les cas, on répondait à ça. Et c'est comme ça qu'on est venu rencontrer la FFF. On a présenté notre modèle, on était un peu genoux, on s'est fait jeter 2 fois à la FFF parce qu'on n'était pas encore adapté. On était adaptable, mais pas adapté. Et il a fallu qu'on s'y reprenne. Et grâce à concours et l'aide de pas mal d'hommes et de femmes de la FFF, et notamment de Maître Bensoussan, confrère de M. Létéchon, on a pu traduire ce qu'on savait faire en mode business et on a commencé à développer Aviva. Et effectivement, comme tu l'as dit là tout à l'heure, on arrive maintenant en septembre, là, dans 2 semaines, on va ouvrir notre 100e magasin et on est assez fiers de ça. Ça a été une prouesse quand même parce qu'ouvrir 100 magasins, il nous a fallu 21 ans pour ouvrir 100 magasins. Mais on a la fierté d'en avoir fermé très très peu, un seul en 5 ans, d'accord, pour vous dire. Donc, mais pas parce qu'on est géniaux, c'est parce qu'on est très proche de nos franchisés. On est dans un système win-win. Ouvrir pour ouvrir, on ne sait pas faire. Par contre, ouvrir pour faire fonctionner, on sait faire et on a une animation qui est paramétrée pour faire réussir les franchisés, même devant l'adversité, parce que c'est vrai qu'à Viva, on est bien sorti dans le confinement, parce qu'on était chanceux de cette mauvaise pandémie. Mais en même temps, il y avait beaucoup de dangers quand la pandémie s'est réveillée, quand on nous a demandé de rester chez nous et d'être confinés. Le lendemain, on s'est gratté un peu la tête pour dire qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et nous avons fait pas mal de choses. Dans le digital, on a développé précipitamment beaucoup de choses dans le digital. On a beaucoup accompagné, pas financièrement, mais dans l'aide au conseil financier de nos franchisés. On a vu leur niveau de trésorerie, on les a aidés à avoir des PGE pour certains. Presque tous ont été remboursés à ce jour. Donc, tout ça a été important. Le système du win-win, il ne faut pas venir pour faire un coup de fric. Bien sûr qu'il faut... On est là pour faire de l'argent les uns les autres. Hein, et j'aime le dire que l'amour est dans le blé quand on fait des affaires. Et j'aime le faire, mais par contre, ce n'est pas empirique. Il ne faut pas faire ça pour l'argent, seulement pour l'argent. Il faut mettre de l'investissement. M. Péchot a dit, il faut avoir un peu d'argent. Il faut être riche. Il faut se dire, j'ai le temps de voir mon retour sur investissement. Il ne faut pas que je sois précipité quand je mets 100 euros. Il ne faut pas que j'attende que la semaine d'après que je puisse retirer 200 euros. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut investir et mettre des hommes compétents. Ici, au siège, nous avons 40 experts qui fonctionnent pour les franchisés. Et on n'est pas encore allé à l'étranger parce que, justement, on se méfie de l'export. Pas parce que les Suisses ou d'autres ne sont pas bien, parce qu'on veut arriver et réussir. On veut essayer de réussir. Et c'est pourquoi nous allons aller en Suisse. Et je pense dans les mois qui vont arriver, nous allons aller en Aviva en Suisse. Mais on le fait consciemment. Alors, j'ai l'avantage d'avoir vécu en Haute-Savoie et je suis au Savoyard. Donc, je connais un peu la Suisse. Je parle genevois couramment, si je puis dire. Mais par rapport à ça, ce n'est pas suffisant parce que les Suisses, même s'ils parlent, pour certains, s'ils parlent parfaitement notre langue, parce qu'ils parlent la langue française pour la plupart, ça ne veut pas dire qu'ils sont français. Et il faut faire attention. Il ne faut pas y aller en pays conquis pour nous, les Français qui allons là-bas. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, là, mais il faut savoir on veut exporter. C'est important les moyens humains, Bernard, parce que je pense aussi ce qui fait la force d'un réseau, bon, on le sait tous, c'est aussi l'accompagnement, comment je transmets le savoir-faire, donc la formation, les animateurs de réseau, c'est ça aussi. Je veux dire, bon, il y a il y a l'humanité, évidemment, la relation avec le franchisé, mais il y a aussi cette transmission du savoir-faire, cet accompagnement, cette animation réseau, etc. Tout ça, il faut le mettre aussi dans la balance pour un franchiseur qui voudrait venir s'installer en France, parce que
C'est vrai que les enseignes comme la tienne sont proches de leurs franchisés, sauf erreur. Hein. Tout à fait. C'est ce qui fait notre force, c'est Oui. que nous, on a un réseau, on est un petit peu hors norme. Nous, on a un animateur réseau pour 12 magasins. La norme, ça coûte cher un animateur. Hein. Donc, mais c'est nécessaire pour réussir. On a fermé 0 magasin pour ces raisons-là aussi. On a une vraie compétence. Tous nos animateurs ont fait des écoles de commerce, mais ils ont fait cuisine aussi. Ils ont travaillé au moins 1 an dans la cuisine. Ils ont vendu des cuisines. Ils parlent la langue cuisiniste couramment. Ils connaissent le consommateur français couramment, parfaitement. Donc, et ça, tout le monde, y compris le directeur commercial du réseau, qui a 34 ans aujourd'hui, il est rentré chez nous, il a fait une alternance en bac plus 5 chez nous, d'école de commerce, et il a commencé vendeur stagiaire pour finir maintenant. Il a fait tous les stades. Aujourd'hui, 16 ans ou 17 ans après, il est devenu le directeur commercial du réseau et il fait parfaitement son travail. Il est jeune et très compétent. Mais parce qu'il a évolué là-dessus, c'est ce qui fait, à mon avis, notre réussite, c'est qu'on connaît notre produit. Le produit cuisine est un produit un peu technique. Le marché est dense en France. Il y a une vraie possibilité de développement pour la cuisine. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a une concurrence dense, intense, française, allemande, belge, qui est installée en France et qui réussit. Donc, mais il faut le faire avec professionnalisme, avec des gens qui connaissent le métier. Et nous, on a 40 experts ici au siège pour 100 magasins. Oui, donc ça fait beaucoup quand même. Mais ces 40 experts savent faire. Tous. Alors donc, justement, par rapport aux investissements, alors je ne sais pas si tu me dis si c'est une question, mais les investissements à prévoir justement par rapport à un franchiseur suisse qui souhaiterait s'installer sur le marché français. Si c'est en montant, je ne saurais dire parce que moi je l'ai fait au fil de l'eau. J'ai vu que pendant des années, peut-être les 5 premières années, on ne gagnait pas d'argent, au contraire. On avait, Georges et moi, des subsides, on avait beaucoup de magasins qui appartenaient à des anciens concurrents qu'on a vendus pour avoir cet argent. Et avec cet argent, nous avons investi. On s'est investi pendant 5, je n'ai plus mémoire, peut-être 5 ou 6 ans où on n'a pas eu de retour sur investissement. C'est après que le retour sur investissement est venu. C'est installé. On avait installé plusieurs magasins, plusieurs franchisés. On a eu jusqu'à 20, 25 magasins avant de commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est dur de dire il faut telle somme pour pouvoir s'investir, d'autant que les concepts ne sont pas les mêmes. Quand c'est de la cuisine, quand c'est de l'aide à la personne, on n'est pas dans le même monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un franchiseur qui veut venir en France, il doit s'instruire en vivant en France quelque temps en benchant ses confrères, en benchant des entreprises qui ne sont peut-être pas forcément ses confrères, mais qui savent faire. Et qui savent faire pour s'installer en France et nourrir le franchisé. Parce qu'il s'agit que de faire réussir le concept, parce que sinon, si on fait un aller-retour, ce n'est pas bon pour l'enseigne qui va s'installer en France. Alors, autre question quand même aussi, Bernard, est-ce que tous les services du franchiseur sont transposables? Non, pas forcément. Oui, j'ai un exemple. Il faut justement se veiller à ça. Quand un Suisse souhaite venir en France, il doit savoir ce qu'il doit abandonner, qu'il ne pourra pas faire. Et il doit aussi peut-être épouser des choses qu'il n'a pas en Suisse et qu'il ne mettra peut-être pas en Suisse, en connaissant le marché français. Alors peut-être des fois, il va l'apprendre à ses dépens, mais ce n'est pas grave. Il faut payer pour apprendre des fois. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai un exemple. Nous, on est en train de s'installer à l'île de la Réunion. Alors, c'est la France, mais c'est quand même pas la métropole. Donc, aller à l'île de la Réunion, alors ça nous réjouit parce que c'est un peu sortir de nos frontières déjà, même si ça reste la France. Eh bien, il y a des choses que je ne vais pas faire là-bas. Pour une raison, par exemple, chez nous, dans le concept Aviva, nous avons 3 fabricants, parce qu'on est référenceurs de marque, on n'est pas fabricants. Nous avons 3 fabricants référencés, 3 fabricants allemands de haute qualité, et chacun touche un marché. Quand on va à la Réunion, on a des conteneurs à transporter. Si on met les 3 marques, on ne peut pas remplir un conteneur. Donc, on a choisi la meilleure des 3 marques, capable de prendre l'ensemble du marché qu'offre la Réunion. Et c'est cette seule marque qui va livrer là-bas. On aura toutes les chances d'optimiser le conteneur et de le rentabiliser en livraison. Surtout aujourd'hui où ça a pris des plus-values assez conséquentes. Donc, on a abandonné 2 marques. D'accord? Et pour l'étranger, d'accord? Pour l'étranger, pour la Réunion en tous les cas. Et c'est ce que nous ferons dans le temps si demain on s'installait en Suisse, ou si demain on s'installait au Nicaragua, pour reprendre l'exemple de Monsieur Le Péchon, ce n'est pas du tout prévu. On restera en Europe pour l'instant. On va dire, mettons, si on s'installait en Espagne, ça c'est par contre très faisable, on ne mettra qu'une seule marque, la plus pertinente. Nous avons ici une marque allemande qui livre 67 pays dans le monde, d'accord, et qui sait très bien faire, aussi bien les pays que
les petits pays que les très grands pays. Donc, on a pris cette option-là. Donc, les conteneurs sont remplis de cette façon-là. Donc, voilà pourquoi, dans le concert, on a abandonné ça. Mais par contre, le consommateur, quand il consommera de la cuisine Aviva, il ne sera pas orphelin. Il aura un très bon produit. En France, le marché est très dense. Donc, on touche on veut toucher, on a notre chapeau qui touche les trois gammes du marché. Il y en a 4, mais les 3 premières gammes de marché. Donc, on a mis ces 3 produits-là en place. Mais à l'étranger, en tout cas, à l'île de la Réunion, on sera très heureux et les consommateurs seront très heureux d'acheter du Aviva avec ce produit seulement. Et ils seront livrés à des prix compétitifs. Justement, alors, question Bernard, mais aussi éventuellement pour Martin, sur toute la partie logistique achat, parce que souvent on a les questions des franchiseurs quand on n'est pas dans l'univers du service, bien sûr. Quelles sont vos recommandations? Je veux dire, par exemple, on a eu précédemment une conférence avec l'enseigne Cavavin qui a témoigné, donc c'est vrai qu'ils cherchent effectivement par rapport à des frais de douane, des taxes particulières à s'organiser en termes de logistique. Quels sont vos conseils par rapport à ça? Là, Bernard, tu viens de nous en parler par rapport à la Réunion, donc tu as dû faire un choix, etc. Peut-être Martin, est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'un passage de frontière, implique généralement des bouleversements en termes d'approvisionnement. Il faut en être conscient pour des questions effectivement de douane, mais aussi tout simplement de faisabilité de la livraison. Il y a des fournisseurs. Quand on est, comme en parlait M. Abou à l'instant, une entreprise qui référence, qui est pas fabricant en fait, on doit s'adapter à ces fournisseurs. Et certains fournisseurs vont être excellents en France et très mauvais ou pas très bons ailleurs. Donc, nécessairement, le concept va être affecté par ça. Donc voilà exactement ce qui se passe à La Réunion avec Aviva. C'est-à-dire qu'on veut que le concept reste excellent. Qu'est-ce qu'on fait? On tranche et on garde un seul fournisseur sur les 3 parce que c'est celui qui saura livrer, c'est celui qui saura satisfaire le franchisé et on ne peut pas prendre le risque d'appliquer bêtement le concept purement métropolitain puisque la question de l'approvisionnement risque d'affecter la relation franchiseur-franchisé. En général, moi, sur tout ce qui est logistique, approvisionnement, etc., moi, j'ai tendance à largement insister sur le fait. Alors là, on parle à des franchiseurs, je parle à des franchiseurs sur le fait que comment dirais-je, la question de l'achat, de la centralisation de l'achat, de l'approvisionnement n'est jamais à négliger dans le sens où c'est aussi un moyen pour le franchiseur de gagner honnêtement sa vie. Et donc, il ne faut pas hésiter quand on s'exporte à référencer de nouveaux fournisseurs pour certaines marchandises. Alors, dans la cuisine, c'est un peu particulier, mais quand on est sur de la restauration, par exemple, on va se dire que parce qu'on va en Suisse, on va garder tous ces fournisseurs français. On a d'excellents fournisseurs en Suisse. On les référence de la même manière. Et le but, c'est aussi d'en tirer profit avec des commissions de référencement, etc. Je vous passe l'ingénierie juridique qui va autour de ça. Mais en tout cas, l'approvisionnement, quand on part à l'étranger, la logistique et autres, c'est un élément stratégique qui ne peut pas être négligé. On a toujours tendance à penser que ça vient en deuxième. Enfin, en tout cas, ça vient après qu'on ait décidé de s'exporter. Non, c'est une partie intégrante du concept et on doit y réfléchir avant même de se déplacer, tout simplement. Merci, Martin. Après, Bernard, c'est vrai qu'on a abordé la master franchise avec Martin. On en a d'ailleurs parlé tous les deux aussi, Bernard. Toi, c'est pas un modèle de développement que tu recommandes, enfin en tout cas que tu envisages pour l'étranger, sauf erreur. C'est ça? Alors, en tout cas, tu y réfléchis. Oui, voilà, ma réflexion, il y a plusieurs modes. La master franchise, et comme a dit Maître Le Péchon tout à l'heure, c'est un sous-franchiseur. Donc, c'est une qualité importante. On ne peut pas donner la sous-franchise, ou en tout cas la master franchise, à n'importe comment. Au-delà du fait qu'il faut des moyens importants, on peut pas le faire. Moi, l'option que je suis en train de mettre en place, c'est si demain je choisis un homme ou une femme capable de développer la Suisse pour la partie romande, par exemple, la partie francophone,
je serais plus d'avis à lui transmettre complètement le modèle Aviva adapté au pays. Je laisserai praticien complètement du modèle sur un exercice pour qu'il puisse comprendre ce qu'il a à faire sur son secteur, et je l'accompagnerai fortement durant un exercice, c'est-à-dire environ au moins 12 mois, ça peut aller jusqu'à 18 mois peut-être, d'accord? Et être constamment avec lui, alors maintenant avec la visioconférence, on va pouvoir fonctionner un peu plus facilement, on va pouvoir travailler plus aisément et se déplacer aussi, le faire venir ici, l'immerger complètement pour qu'il comprenne complètement ce qu'est la cuisine Aviva en France et comment on peut le traduire sur le pays de la Suisse, pour la partie par exemple romande. Au bout d'un an, ou un an et demi, quand on a réussi, alors réussir, il y a le savoir-faire à transmettre, ça c'est mon rôle et c'est ma responsabilité, et après il y a le savoir-être. Et le savoir-être, pour moi, est plus important que le savoir-faire. Pourquoi? Parce que le savoir-faire, je sais que je vais le transmettre et je me ferai une religion que de faire réussir à transmettre le savoir-faire. En revanche, le savoir-être, on ne peut pas le faire. Si on a une personnalité qui ne correspond pas à la nôtre, on ne s'entendra pas. Et c'est les discordes que j'ai pu avoir dans mon réseau ici français m'ont appris ça. M'ont appris que il faut qu'on soit de connivence comme un couple, même si on ne se voit pas tous les jours. Il faut qu'on s'entende avec son compagnon ou sa compagne, parce que sinon ça ne va pas faire, on ne sera pas en sécurité. Donc, lui comme nous. Donc, moi, j'ai c'est ma façon d'être. De côté, je ne suis pas altruiste, mais je suis tourné vers les autres et j'aime les autres. Et il faut que ça se passe comme ça. Parce que l'argent, encore une fois, le gain, la rentabilité est important, mais ça passe aussi par la relation. Il ne faut pas se lever le matin avec. Donc, c'est ça que je préconise. Après qu'on fasse une master franchise, parce que c'est le plus adapté, ou une licence de marque, parce que peut-être que ça serait adapté pour tel ou tel pays. Parce que je ne sais pas si je reprends un pays qui est hors Europe, et bon, la Suisse, ce n'est pas l'Europe, mais bon, c'est quand même très proche de l'Europe. Mais si demain je m'exportais, je ne sais pas, aux États-Unis, peut-être que je ferais de la licence de marque, parce qu'on est dans un continent qui est différent et qu'on ne réfléchit vraiment pas comme un Américain. D'accord? Mais on peut transmettre. Les Français ont fait de très belles choses aux États-Unis. Et peut-être, avec des conseils comme celui de Maître Péchon, peut-être que l'option de la licence de marque serait plus intelligente et m'engagerait moins, juridiquement parlant, que si c'était une master. Je m'interroge de cette façon-là. Qu'est-ce qui va m'enquiquiner et m'empêcher de faire mon commerce? D'accord? Et qu'est-ce qui doit permettre de rendre les choses fluides pour les uns et pour les autres? Pas que pour moi. On est toujours dans un système win-win. Et je dois gagner, mais le franchisé ou le master franchisé en face doit gagner. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Après, les modèles, on a pas mal de modèles économiques et juridiques qui sont devant nous et qu'on peut choisir. Ça peut être une signe de la concession, ça peut être des choses comme ça. Mais la master franchise, c'est le mot à la mode et tout le monde opte facilement pour dire la master franchise, des fois en pensant à une licence de marque, parce qu'ils confondent forcément des fois le terme master et licence. L'idée, ce n'est pas là. C'est de savoir comment on va pouvoir réussir ensemble dans le pays défini. Et combien de temps on y met. Et puis s'installer dans un pays, ça prend des années, a dit Maître Le Péchon, mais c'est comme faire des études. Quand on fait des études, quand on devient avocat, on ne le fait pas en 6 mois. Ça prend des années, n'est-ce pas, Maître? D'accord? Donc c'est pareil, s'installer dans un pays, c'est pas se dire je parle français comme en Suisse, donc je vais pouvoir faire ça en Suisse. Ça serait vachement bien, mais c'est pas comme ça. Et si demain j'allais au Canada, on parle français aussi là-bas, semble-t-il, et pourtant ce sont plus des Américains que des Français, quoi. Donc voilà, donc il faut faire attention à ces pièges-là. Il y a des pays qui sont plus master franchisables, on va dire. L'Asie, j'en sais rien, je dis des. Possible. Martin, si je dis des bêtises, le Japon, les États-Unis, voilà. Peut-être qu'il y a des. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tout est masterisable. On parle de master franchise, mais on peut masteriser une concession, une licence de marque. En réalité, il faut réfléchir pas par modèle recherché, mais par, comment dirais-je, application d'un modèle sur une situation. Effectivement, on se rend bien compte dans certains cas que la master franchise ne va pas du tout être adaptée à la situation d'une entreprise à un moment donné. Donc, il ne faut pas faire de la master franchise ou de la franchise même un sacerdoce. Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je veux créer une franchise. Bon, je vois leur dossier, les mecs, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a que dalle. Ils ont une vague marque qui traîne, bon, ça va marcher leur truc, mais je leur dis, les gars, là, c'est pas de la franchise. Voilà, et ce n'est pas une honte, c'est autre chose. Et bien, la master franchise, c'est pareil. On peut, à un moment donné, vouloir se développer à l'étranger, penser à la master franchise ou à autre chose, et puis le conseil qu'on va aller voir va recommander une autre solution qui sera la bonne,
hein, et faut pas réfléchir en termes, une fois encore, d'objectifs contractuels à atteindre. L'objectif, c'est le développement, c'est la réussite, peu importe le modèle juridique qu'on emploie. Merci beaucoup. Je partage tout à fait. Vous le dites beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Madame Moins, peut-être je vous laisse parler de votre présence à la fédération, parce que c'est vrai qu'on est, on arrive à la fin malheureusement de cette conférence. Donc peut-être que vous voulez annoncer votre présence à Franchise Expo, votre stand, oui. on peut vous retrouver. Alors, juste pour remettre, oui, bien sûr, avec plaisir, je peux vous parler du Salon de la franchise, effectivement. Juste pour dire déjà que le salon appartient à la fédération. Donc, c'est nous qui sommes à l'initiative et instigateurs, on va dire, de cette super manifestation et événement qui, malheureusement, n'a pas eu lieu en 2020, mais qui va être, bien entendu, organisé donc fin septembre, du 26 au 29 septembre. Porte de Versailles à Paris, comme chaque fois. J'entendais Martin qui disait, je pense que c'était Martin qui disait que la France était un des pays là où la franchise était la plus mature, il y avait le plus grand nombre de réseaux. On a coutume de dire que le salon de la franchise de Paris est le plus grand salon pratiquement mondial de la franchise. En Europe, c'est certain, et puis dans le monde, on ne doit pas être loin de ça. En nombre d'exposants, de visiteurs, de diversité d'enseignes qu'on peut trouver, qui ne feront pas toutes de la franchise, parce qu'on dit salon de la franchise, mais effectivement, on peut retrouver d'autres modèles contractuels dont on a parlé, de la licence ou de la concession, etc., dans lequel on va retrouver aussi des enseignes internationales, alors certes un peu moins cette année, aussi au vu des circonstances, mais elle a aussi une vocation internationale où on a pas mal de délégations étrangères qui viennent voir les enseignes françaises et s'y intéressent pour éventuellement les emmener dans leur pays respectif, et puis des enseignes françaises qui sont aussi intéressées à aller à l'étranger, donc ça va dans les deux sens. Donc c'est un très gros salon, c'est vraiment the place to be, si on peut dire ça comme ça. Là on est à 510 ou 515 exposants, ce qui est quand même une belle réussite vu le contexte. On espère que les visiteurs seront au rendez-vous, mais de toute façon, le visitorat, il va se situer autour de 30 000 personnes, entre 30 et 35 000 personnes, avec énormément de conférences aussi, telles que celle-ci, mais beaucoup, on a plus d'une centaine de conférences sur tous les sujets où on met beaucoup en avant les franchisés, parce que c'est ça aussi que les gens aiment entendre et aiment se projeter dans les histoires de franchise, mais aussi les franchiseurs, les experts ont la parole, enfin voilà, c'est vraiment très, 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 très riche et souvent, en un jour, on n'a pas fini de faire le tour et on a besoin de 2 jours pour voir tout le monde et puis visiter tout le monde. Donc, pour tous ceux qui peuvent, je ne saurais que leur conseiller de venir au salon fin septembre. Et Martin dédicace son livre sur le salon, Martin. Je pense qu'il ne va pas y mettre. Oui. On ne sait d'ailleurs pas comment on va acheminer les piles de livres jusqu'à son stand. Écoute, voilà. Il y a déjà des fans en délire qui font la queue. Oui. Bon, avec le pass sanitaire, bien évidemment, qui sera exigé à l'entrée. Bien. Écoutez, je vous remercie. Bernard, si tu as autre chose à ajouter, moi je vais conclure donc cette conférence. Merci à tous. Je voulais vous dire que la Chambre, bien sûr, est à votre disposition pour accompagner les franchiseurs, puisqu'il y a une offre franchise qui est initiée par la Chambre pour les enseignes qui souhaitent se développer en Suisse. À la fin de l'événement, donc, on va avoir ce replay des conférences qui vous sera envoyé, et puis également les contacts avec l'ensemble des intervenants avec lesquels j'ai eu plaisir à échanger. Merci infiniment et puis une bonne journée pour tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.